Je l'ai fait, mais plus en détail et donc plus incompréhensible que ce que j'ai pu faire. Mais comme personne ne lit les pages de Francis Lefebvre, c'est pas grave, ils peuvent dire des bêtises. Parce que c'est trop compliqué. Il y a plein de tableaux. Avant de faire compliqué, il vaut mieux faire simple. Et en fait, c'est pas très compliqué. Donc voilà pour l'intégration fiscale dite horizontale. Et alors là, on est obligé, parce que c'est pas de notre fait, comme le Pays-Bas a été sanctionné par la Cour, qu'on a reçu une mise en demeure de la Commission pour dire vous êtes obligé d'actualiser votre régime d'intégration fiscale pour respecter les biens, l'administration a été obligée de modifier l'article 223 et ça fait beaucoup de rectifications, mais ça fait évidemment de la lecture. La deuxième question, c'est la question du régime des sociétés mères et filiales. Revenons rapidement aux conditions d'application du régime mère et filiale. D'une part, c'est la détention de la mère d'au moins 5% du capital de la fille. Deuxièmement, c'est une détention durable d'au moins 2 ans. Troisièmement, il faut que les sociétés soient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Et quatrièmement, il faut que la société mère détienne la pleine propriété des titres des filles. Voilà quelques conditions. Une première observation que je voudrais faire, c'est que l'administration, sur ce régime, a, dans une instruction du mois de juillet, dans un BOI du mois de juillet, précisé ce que l'on savait, et ce qui avait été, dans certains départements, contesté, que les sociétés PME qui relèvent sur 38 120 € de bénéfice du taux de 15%, étaient néanmoins considérés comme étant soumis au taux de droit commun d'IS, et donc pouvaient bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. On le savait, c'était déjà écrit dans d'autres dispositifs de l'instruction, notamment dans l'intégration fiscale, mais ce n'était pas écrit expressément dans le BOFIP qui traitait du régime RFI. C'est désormais écrit, il n'y a pas de doute, ou il n'y a plus de doute. La deuxième question du régime RFI, c'est que l'objectif de ce régime, c'est d'éviter la double imposition. Les bénéfices qui ont été imposés chez la fille ne doivent plus être chez la mère. C'est l'objectif. Simplement, il ne faut pas que ce régime RFI puisse permettre la double exonération. Et on s'est aperçu qu'il y avait possibilité d'obtenir une double exonération. Et pour obtenir cette double exonération, il fallait qu'on soit en présence de ce qu'on appelle des produits financiers hybrides. Hybrides, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques dans les législations fiscales de l'État qui les verse et de l'État qui les perçoit. En français, ça veut dire que si des produits qui sont distribués et qualifiés dans un pays, par exemple la France, de société régime RFI, ne sont pas imposables, mais si dans le pays qui les distribue, ces produits chez nous sont des charges déductibles chez eux, eh bien il y a double déduction, déduction dans la partie versante et non-imposition dans la partie qui est versante. Voilà le problème qui était posé. Et il y a une directive européenne, qui a imposé à tous les États de prévoir dans leur régime de mère et fille l'impossibilité d'avoir une double exonération. C'est de ça qu'il s'agit, simplement de ça qu'il s'agit. Comment peut-on faire? C'est simple, on dit la partie des dividendes qui correspond à une déduction dans la partie versante ne peut pas relever du régime RFI dans la partie qui reçoit. Ça peut être la totalité, ça peut être partiellement, le texte est relativement large dans son application. Et puis, on dit, il y avait une deuxième question, c'est la question des droits de vote. On dit, bon, ben, pour bénéficier du régime RFI, il faut avoir le droit de vote des titres que l'on possède. Affirmation, il dit, ben, quand on n'a pas les droits de vote, on peut quand même obtenir un régime RFI si on a au moins 5% de titres avec droit de vote. Deuxième disposition qui a été retenue. Et puis ensuite, on a un petit peu aménagé ce qui était déjà chez nous. C'est notamment le fait, et c'est le dernier point, qu'une société marchande de biens, par exemple, qui aurait des titres de participation, qui seraient inscrits en stock dans leur compte, eh bien, ne peuvent pas bénéficier du régime RFI dans ce dispositif. Pourquoi? Parce que les stocks sont cédés à 33 tiers et les charges à 33 tiers, et que donc il peut y avoir tendance à vouloir, avant la cession des titres, faire une distribution, ce
non imposable pour diminuer le montant de la plus taxable. C'est une disposition qu'on avait déjà. Et à cet égard, je vais faire une petite assise sur la question dite des coquillards que j'ai déjà évoquée, je crois, l'année dernière, pour ceux qui étaient. Vous savez ce que c'est qu'un coquillard? Un coquillard, c'est une société qui achète une coquille vide, enfin pas tout à fait vide, parce que dans la coquille, il y a de l'argent. Et après avoir acquis la coquille, on distribue l'argent qui figure dans la banque, par exemple 1 million, et cette distribution relève du régime RFI. Donc non-imposition du million. Mais en contrepartie, vous avez des titres de participation, et les titres de participation dans une société à prépondérance financière. Et comme il n'y a plus rien dans la coquille que j'ai achetée, je dois déprécier les titres. Et la dépréciation, elle était déductible au taux 33 tiers. Et donc il y avait là un produit taxé à 1,60% et une charge déduite à 33 tiers. L'administration a considéré que ce procédé était un abus de droit. Le Conseil d'État l'a aussi validé en remontant à l'intention du législateur au moment où il a instauré le régime RFI et en montrant qu'il fallait une détention durable. Je passe sur les conseils. Mais il y a un arrêt du mois de juillet 2014 qui est intéressant, pas pour le coquillard, mais pour un des aspects qu'on a évoqué ici, à savoir est-ce que l'abus de droit c'est un but exclusivement ou principalement fiscal. Vous savez que ça a fait l'objet l'année dernière d'une disposition qui avait été invalidée par le Conseil constitutionnel. Alors dans cet arrêt du Conseil d'État, l'entreprise cessionnaire de la coquille avait dit « j'ai acheté la coquille et j'ai eu un avantage financier à cette acquisition ». Je m'en dis, j'ai gagné un peu de sous. Et comme j'ai gagné un peu de sous, ça ne pouvait pas être dans un but exclusivement fiscal, puisque j'ai gagné un peu de sous. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt du 9 juillet, il dit, quand bien même la société cessionnaire ait réalisé un produit financier, celui-ci est de faible importance par rapport à l'avantage fiscal global, donc c'est un abus de droit. Et ça, c'est pour moi, je peux me tromper, mais je pense que pour moi, c'est très intéressant, parce que disait l'administration fiscale quand il y avait ces projets de loi pour dire qu'il faut remplacer le mot exclusivement par le mot principalement? L'administration fiscale, comme le Conseil d'État, c'est pas la peine de changer la loi parce que c'est déjà comme ça. Parce que c'est déjà principalement, et ça n'a jamais été exclusivement. Dans la jurisprudence du Conseil d'État, il me semble que cette précision qui est apportée dans l'arrêt du mois de juillet, d'une certaine façon, nous éclaire de manière précise sur le caractère abusif ou pas, lorsque c'est pas exclusif, mais principalement, évidemment, le degré du montant de l'avantage financier par rapport à l'avantage fiscal sera une approche que le Conseil d'État sera amené à prendre dans le passé. Quelques régimes de faveur sont reconduits. Les régimes, ce sont des régimes d'aménagement du territoire. Sur ces régimes, il faut juste indiquer que les reconductions sont des reconductions en principe jusqu'en 2020. Mais certains sont simplement pour un an, notamment c'est le régime des immeubles dans les zones d'amortissement exceptionnel de 25% dans les zones de revitalisation rurale, parce que dans ce qui concerne les régimes de ZRR, on les reconduit jusqu'au 31 décembre 2015, parce qu'il devrait y avoir, comme vous le savez, les assises de la ruralité, et que c'est dans ces assises de la ruralité qu'on va retraduire les règles fiscales concernant ces entreprises en ZRR. Donc, les reconductions de ces régimes, celui de la reprise d'entreprises en difficulté et le crédit bail notamment, qui est là-dessus. Ensuite, vous avez une question qui est juste une adaptation concernant le régime de la reprise des entreprises en difficulté pour adapter ce dispositif à la nouvelle réglementation européenne, et notamment ce sont les plafonnements qui sont adaptés, et notamment la question des taux. Au fond, vous avez la règle de minimis qu'on connaît bien, il y a d'autres plafonds qui concernent une évaluation de l'avantage par rapport au montant des salaires et des coûts des investissements, et on dit que les avantages fiscaux ne peuvent excéder 10% du montant de l'assiette au salarié. Alors, ces pourcentages
vous le voyez, sont différents selon qu'on est en présence d'une petite entreprise, qui sont plus élevés, d'une moyenne entreprise et d'une grande entreprise, qui sont plus faibles. Les zones franches, dans les départements d'outre-mer, c'est de l'adaptation communautaire, on ira voir sur place. Et un mot pour les Corses, puisqu'il y a toujours à Marseille des Corses, on doit évidemment les féliciter. Reconnaître leur qualité de persévérance et de réussite. Vous savez que le crédit d'impôt de 20% pour les investissements en Corse devait être réduit à 10%. Bien, non seulement ils l'ont conservé à 20, mais comme ils sont prudents, ils disent on va prendre ça jusqu'en 2020, c'est pas 2010, c'est une erreur de frappe, c'était juste pour leur faire peur. D'accord. J'avais mis. Ils sont inébranlables dans leurs convictions.